Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents, soit physiquement dans cet amphithéâtre, soit derrière votre écran en visioconférence. Je vais simplement très rapidement présenter en quelques mots l'exercice de ce temps de midi. Et puis, pour vous donner le déroulement, on vous propose, pour ne pas commencer la discussion ensemble, j'allais dire à partir de rien, on vous propose de se présenter tous les quatre intervenants de cette table ronde en quelques minutes, de présenter la façon dont chacun et chacune d'entre nous, ici quatre réunis, perçoit la question qui est offerte à cette table ronde, hein, quelle biodiversité pour demain. Et puis, ça devrait nous occuper un petit peu moins d'une demi-heure, on va dire, entre 20 et 30 minutes. Et puis, à la suite de ça, évidemment, ce sera le temps de la discussion, le temps des questions peut-être de votre part, et puis de réponses, pas forcément toujours unanimes et à l'unisson du reste, puisque vous le verrez, nous représentons des expertises et des sensibilités peut-être un petit peu différentes autour de cette question générale de la diversité, de la biodiversité, aujourd'hui et demain. Je vais, puisque c'est moi qui ai la parole, je me présente, je commence cette présentation. Je m'appelle Gilles Escarguel, je suis maître de conférence dans cette université Claude Bernard Lyon 1. Je suis directeur adjoint actuellement d'un laboratoire d'écologie, le laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Ma spécialité en tant que chercheur, enseignant-chercheur, ma spécialité est quelque part entre la paléontologie et la macroécologie. Autrement dit, en deux mots, mon thème de recherche, c'est l'étude des variations dans le temps et dans l'espace de la biodiversité. De fait, avec cette sensibilité-là, qui est une sensibilité de quelqu'un qui travaille sur du temps très long, des milliers, des millions d'années, des dizaines, des centaines de millions d'années, la perception que j'ai de la biodiversité aujourd'hui et de la biodiversité demain est évidemment une perception très inquiète, en ce sens que ce qui est en train de se passer dans la nature ressemble furieusement à des choses qu'on a déjà vues. Non pas qu'on a déjà vu directement, puisque ça a eu lieu lorsque les êtres humains n'existaient pas encore sur Terre, mais des choses que les paléontologues, les géologues et les paléontologues voient dans leur étude des couches géologiques, hein, qui se superposent les unes sur les autres, des plus anciennes aux plus récentes. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de la vie sur Terre, la biodiversité va mal, la biodiversité décroît, diminue, et diminue, pour ainsi dire, à vue d'œil. Hein, quelques chiffres quand même pour rappeler de quoi on parle. On parle au cours des 2 derniers siècles d'environ 20 000 espèces connues qui ont d'ores et déjà disparu, en ordre de grandeur. Et au rythme où c'est allé au cours des 2, 3, 4 dernières décennies, on parle de la potentialité de la disparition définitive de la surface de la planète d'environ 1,5 million d'espèces, 500 000 en ordre de grandeur là aussi, c'est-à-dire à peu près un quart des espèces connues actuellement qui pourraient, au rythme où vont les choses, disparaître d'ici la fin du siècle. Donc ça s'est déjà vu au cours des temps géologiques, et ça c'est extrêmement inquiétant, parce que ce que nous dit le rétroviseur des temps géologiques, ce que nous dit l'étude de la biodiversité dans le temps profond, c'est que lorsque, en l'espace de quelques siècles, à quelques milliers d'années, la biodiversité s'effondre, on perd 50, 60, 80, 90% des espèces vivant sur Terre, alors il faut à minima quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années, pour qu'après cet événement d'effondrement, la biodiversité retrouve des niveaux de diversité équivalents à ce qu'il y avait avant la catastrophe. Autrement dit, ce qui est en train de se nouer dans la nature actuelle, de mon œil de paléontologue regardant le temps profond, est quelque chose qui ne trouvera pas sa résolution à l'échelle des temps de l'humanité. Si jamais la catastrophe a lieu, la catastrophe qui s'annonce devant nous a lieu, alors l'humanité aura disparu depuis très très longtemps avant que une biodiversité normalement fonctionnant et abondante existe sur Terre. C'est donc un enjeu existentiel, de mon point de vue en tout cas,
que ce qui est en train de se passer dans la nature actuelle. Et je m'arrête là et je passe la parole à Patricia Gibert, qui est la deuxième intervenante dans cette table ronde. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis Patricia Gibert, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de biométrie et biologie évolutive, LBBE, ici à Lyon. Et moi, ma spécialité, je fais de l'écologie évolutive et plus précisément, je travaille sur l'adaptation des insectes aux changements environnementaux. Alors, les insectes représentent une biodiversité très importante, comme vous le savez. 80% de la biodiversité animale, ce sont des insectes. Et d'après l'IPBES, alors l'IPBES, c'est l'Intergovernmental Panel, c'est un groupe de scientifiques qui travaillent sur les questions de perte de biodiversité et de services écosystémiques. C'est un peu l'équivalent du GIEC. Le GIEC travaille sur le climat, mais l'IPBES travaille sur la biodiversité. Il y a 5 grands facteurs du changement global, qui sont d'une part la destruction de l'habitat, la surexploitation des ressources, les pollutions, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes. Donc moi je travaille sur ces 2 derniers points, donc l'effet du changement climatique sur les insectes et puis sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, comment est-ce que les espèces peuvent s'adapter au changement climatique? C'est une des questions que je me pose dans mes recherches. Alors, il faut savoir que les insectes, ce sont des ectothermes. Ectothermes, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, comme les mammifères, comme nous, ou comme les oiseaux, de réguler leur température interne. Leur température varie en fonction de la température extérieure. Du coup, une variation très faible de température, même 1 degré, va avoir un impact considérable sur leur physiologie et, de façon plus générale, sur leur trajectoire de vie. Donc, les changements climatiques vont avoir plusieurs impacts possibles. Le premier, ça peut être tout simplement l'extinction. Et comme on a parlé tout de suite, Gilles, on s'aperçoit qu'on a une diminution importante de la biodiversité des insectes. On a estimé que le taux d'extinction était d'environ 2,5% par an depuis les années 80, avec des variations importantes en fonction des régions. Par exemple, il y a une étude qui avait fait grand bruit il y a 4-5 ans de collègues allemands qui avaient montré qu'il y avait une diminution de 80% de la biomasse d'insectes. Ça avait été fait dans des zones protégées en Allemagne entre 1989 et 2016. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est si important que ça, qu'il y ait des insectes qui disparaissent, ça fera quelques moustiques en moins, on s'en fiche? Eh bien, on ne peut pas vraiment raisonner comme ça, parce que comme vous le savez peut-être ou pas, les insectes jouent un rôle très important dans l'écosystème. Un rôle de pollinisateur. 80% des plantes sauvages dépendent des insectes pour leur pollinisation. 60% des insectes constituent la base de l'alimentation des oiseaux. Ils sont à la base du régime alimentaire et de beaucoup de chaînes trophiques. Ils ont aussi des actions comme détritivores ou comme herbivores. Alors donc il y avait eu cette étude en Allemagne, mais il y a d'autres études qui ont été également réalisées sur des insectes un peu emblématiques. Par exemple, les papillons, on a des suivis temporels depuis très longtemps sur les papillons, parce qu'il y a beaucoup de données de sciences participatives notamment. Et en Europe, on a estimé qu'entre 1990 et 2011, il y avait 50% des espèces de papillons qui avaient disparu. Donc, une première possibilité, c'est celle-là, c'est l'extinction. Ensuite, une deuxième possibilité, c'est l'adaptation, et c'est là-dessus que je travaille moi. J'essaie de comprendre par quel mécanisme certaines espèces d'insectes peuvent réussir à s'adapter à ces changements environnementaux. Et puis, la troisième possibilité, c'est la migration, l'expansion. Lorsque l'environnement devient défavorable, eh bien, on va se déplacer dans un environnement qui est plus favorable. Alors nous, dans mon laboratoire, on a observé par exemple qu'à une échelle très très fine, juste à l'échelle de la vallée du Rhône, un petit hyménoptère sur lequel on travaille depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, avait bougé son aire de répartition d'une centaine de kilomètres, ce qui est énorme pour ce petit hyménoptère, en une vingtaine d'années. Et puis, ça m'amène au deuxième grand facteur du changement global que j'étudie, qui est les espèces exotiques envahissantes. Dans certains cas, les espèces vont être déplacées, vont changer d'aire de distribution. Et c'est le cas de ces espèces exotiques.
Alors, savoir on estime que les espèces exotiques envahissantes correspondent à la 3e pression sur les espèces menacées, après le changement d'habitat et les pollutions. Donc, bien sûr, ces espèces peuvent avoir un effet important avec des impacts sanitaires. On peut penser par exemple au moustique tigre, qui maintenant est sous nos régions. L'impact peut être également agronomique. Et il y a un projet récent qui s'appelle Invacost, qui essaye actuellement d'évaluer le coût économique de ces espèces exotiques pour pouvoir ensuite aller discuter avec les décideurs pour qui l'argent est un point important. Et ils ont estimé qu'entre 1993 et 2030, on estime que ces espèces auraient eu en France 12,3 milliards en coût. Donc moi, je travaille sur une espèce qui est Drosophila suzuki, qui est une petite drosophile invasive qui est arrivée de Chine en 2008 et qui a envahi en même temps l'Amérique du Nord et l'Europe, et qui, outre comme caractéristique, outre le fait qu'elle est invasive, elle est également un ravageur de fruits. Donc ça pose beaucoup de questions au laboratoire. Donc on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui font que cette espèce est devenue invasive, quels sont les mécanismes d'adaptation particuliers qu'elle pourrait avoir, et puis aussi on participe bien sûr à des programmes pour essayer de trouver des stratégies de lutte contre ce ravageur en utilisant des méthodes non chimiques. Donc voilà, ce que je voulais dire peut-être en conclusion de cette petite présentation, c'est qu'on voit ici qu'on a une complexité de facteurs qui interagissent. Donc dans mon cas, je vous ai illustré à travers le réchauffement climatique d'une part et l'espèce invasive d'autre part. Mais bien sûr, l'ensemble de facteurs interagissent et on peut effectivement s'inquiéter beaucoup sur l'avenir de la biodiversité à très court terme. Voilà. Je passe la parole à Bastien. Bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Bastien Bousseau et je travaille dans le même laboratoire, le LBBE, que Patricia, qui vient de parler. Moi, mon travail consiste, jusqu'à présent, a consisté à étudier les espèces actuelles pour comprendre leur évolution. Donc, c'est un travail qui ressemble un peu à celui de la paléontologie, comme Gilles l'a décrit. À ceci près que moi j'étudie les données venant des espèces actuelles et non pas venant des espèces fossiles. En l'occurrence, je me suis beaucoup attaché à étudier l'ADN des espèces actuelles pour étudier et reconstruire leur évolution passée. Et pour ce faire, j'ai développé des modèles mathématiques et des programmes informatiques pour étudier l'ADN de ces espèces. Donc la façon dont j'aborde cette question, quelle biodiversité pour demain, elle sera la suivante. Moi, j'aimerais me demander ce que la science peut espérer dire pour répondre à cette question. Sur la biodiversité dans 10, 50 ou 100 ans, quel niveau de précision on peut avoir? Parce que c'est une question qui, en fait, est très compliquée. C'est une question de prédiction, donc prévoir dans le futur quel sera l'état de la biodiversité. En l'occurrence, donc, toute question de prédiction, en fait, est naturellement compliquée. Quand on a comme objectif de faire de la prédiction, c'est un sujet difficile parce que finalement, pour évaluer, pour valider une méthode de prédiction, le meilleur des tests, c'est, si je me pose la question quel sera l'état de tel phénomène dans 5 ans, de faire ma prédiction, d'attendre 5 ans et de regarder si ma prédiction colle avec ce que j'observe 5 ans après avoir fait ma prédiction. Donc là, on se rend bien compte qu'en termes de recherche, c'est un problème compliqué à aborder s'il faut attendre à chaque fois les résultats de l'expérience de 5 ans pour réussir à évaluer la qualité de mon modèle. Ce problème-là est évidemment encore plus compliqué quand on cherche à rallonger le temps. Si par demain dans la question on entend 20 ans, 50 ans, là évidemment c'est encore plus compliqué. Alors ce qu'on fait en pratique, c'est essayer de s'intéresser à ce qui s'est passé dans le passé, prédire le présent à partir du passé par exemple. Mais là ça nécessite d'avoir les données qui ont été enregistrées dans le passé et ça c'est pas toujours le cas. Donc le problème de la prédiction, c'est un problème qui est de façon inhérente difficile. Et ensuite, il y a le problème de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? Donc ici, on sait que la biodiversité, c'est influencé par différents facteurs. Donc Patricia et Gilles en ont présenté quelques-uns. Donc rapidement, évidemment, le climat, ça va jouer sur la biodiversité, l'artificialisation des terres, les pollutions, qu'elles soient chimiques ou lumineuses, les espèces invasives, la façon dont les humains utilisent le territoire. Tous ces facteurs-là ont un impact sur la biodiversité. Donc là, je rentre pas dans les détails, mais
globalement, on se rend bien compte que ces activités, ces facteurs ont un impact sur la biodiversité. Et donc, si on cherche à vouloir prédire le futur de la biodiversité, ben, on est un peu obligé de prédire le futur de ces différents facteurs. Donc, quel scénario on va pouvoir imaginer pour le climat, pour l'utilisation des terres, pour la pollution chimique, etc. Et donc là, on se rend bien compte que c'est déjà un problème compliqué qui fait appel à plein de disciplines différentes pour réussir à avoir des scénarios qui tiennent la route pour tous ces travaux différents. Alors évidemment, pour le climat, on sait qu'il y a plusieurs scénarios qui sont capables de faire des prédictions de quelles seront les températures, les précipitations à différentes périodes de l'année, à différents endroits du globe. Mais pour plein d'autres problèmes, que ce soit la pollution chimique, l'activité humaine ou la pollution lumineuse ou toutes ces choses-là, en fait, on n'a pas de scénario. Et très souvent, on n'aura pas de scénario pour le territoire qui nous intéresse, pour le milieu qui nous intéresse. Donc là, encore une fois, c'est une difficulté pour tenter de répondre à la question « Quelle biodiversité pour demain ?» Et enfin, le problème de la biodiversité elle-même. Qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? On pourrait, par exemple, s'intéresser à une espèce particulière qu'on trouve particulièrement mignonne. Bon, mettons, pour cette présentation, j'ai choisi la chouette-hulotte. Donc la chouette-hulotte, c'est une chouette qui est mignonne. Je vous conseille de regarder des photos si vous voulez. Et si on veut s'intéresser au futur de la chouette-hulotte, alors on se rend compte qu'on va avoir quelques difficultés. Par exemple, la chouette-hulotte, c'est une chouette qui aime bien nicher dans des trous d'arbres. Donc ça veut dire que déjà, elle dépend pas mal d'avoir des vieux arbres avec des trous. Les trous, souvent, ils ont été faits par d'autres espèces, comme des pics, qui ont creusé ces trous-là. Donc là, on commence à se rendre compte qu'il y a des interactions entre espèces qu'on aimerait peut-être vouloir prendre en compte. Pour réussir à prédire le futur de la chouette-hulotte, peut-être qu'il faudrait qu'on ait un peu une idée des arbres qui seront présents dans le futur, et puis des autres espèces. Et puis bien sûr, la chouette-hulotte, ça mange d'autres organismes, ça mange des rongeurs, ça mange des serpents, des grenouilles. Ça aussi, ces espèces-là, il faudra peut-être les prendre en compte si on veut faire une prédiction qui tient la route. C'est aussi une espèce qui a des parasites, peut-être qu'on voudrait prendre en compte les parasites. C'est une espèce qui peut être mangée par d'autres animaux, des renards, des hiboux grand-ducs, des choses comme ça. Donc en fait, très vite, même si on voulait se focaliser sur une question bien précise du futur de la chouette-hulotte, très vite, on se retrouve à devoir envisager le futur non pas seulement de la chouette-hulotte prise isolément, mais de tout l'écosystème, de tout le milieu autour de la chouette-hulotte. Et donc là, évidemment, c'est un problème de prédiction très compliqué. Donc, ce que j'aimerais donner comme message finalement après cette exposition-là, c'est que prédire le futur de la biodiversité, c'est quelque chose qui est très difficile et qui requiert beaucoup de connaissances scientifiques qui viennent de domaines différents finalement. Et donc quand on pose la question quel futur pour la biodiversité, quelle biodiversité demain, moi j'aimerais savoir pourquoi on pose cette question-là. Et finalement, une fois qu'on a posé cette question-là, si c'est une question qui a pour but d'engager des actions, là il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre quel niveau de précision on veut avoir pour répondre à cette question-là, quelle finesse dans les prédictions on veut réussir à obtenir pour répondre à cette question-là, ce qui nécessitera du temps. Si on veut avoir beaucoup de précision, il va falloir beaucoup de temps pour réussir à étudier précisément cette question-là. Et puis, finalement, l'urgence de la réponse, de la décision qu'il faut prendre, étant donné la réponse à la question. En fait, il y a un équilibre à trouver entre la précision de la question et puis l'urgence, le risque-coût de prendre une décision peut-être qui serait trop tardive, ou alors aussi le risque-coût qu'il y aurait à prendre une décision trop précoce si on n'a pas la précision dans les données suffisantes. Et là, c'est plutôt une question qu'il faut aborder avec la société. Ce n'est pas seulement les chercheurs qui doivent prendre ce genre de décisions-là, mais c'est des décisions à prendre, je pense, au niveau sociétal. Merci Bastien. Et Jean-Michel Olivier. Donc oui, bonjour. Moi je m'appelle Jean-Michel Olivier, je travaille dans le même laboratoire que Gilles, donc un laboratoire qui fait de l'écologie sur les hydrosystèmes, c'est-à-dire les écosystèmes aquatiques, qui a un gros historique de travail sur la recherche en écologie sur les grands fleuves. Moi, au départ, je suis plutôt biologiste, je suis plutôt spécialiste de la biologie des poissons.
Mais travaillant dans ce contexte, j'ai très vite évolué vers l'analyse du fonctionnement des hydrosystèmes, et en particulier des hydrosystèmes pluviaux, c'est-à-dire des grands fleuves, avec comme modèle évidemment le Rhône, qui est un fleuve qui passe à Lyon, et donc dont la proximité fait que c'est un modèle d'étude assez tentant pour les hydrobiologistes lyonnais. Donc ce fleuve, en fait, il a subi à peu près un siècle d'aménagement très fort, avec une première phase d'endiguement à la fois pour se protéger contre les crues, puis pour faciliter la navigation, et puis une deuxième phase d'aménagement par la construction des barrages hydroélectriques, et puis une urbanisation, puis le développement de la navigation avec par exemple le développement du port Édouard Herriot à Lyon, et donc un ensemble d'impacts et de pressions qui s'exercent sur le système et qui ont conduit à une réduction très très forte des plaines alluviales, les plaines alluviales étant une des caractéristiques des grands fleuves, avec des modalités de fonctionnement, et donc aujourd'hui on pourrait parler aussi de services rendus à la société qui sont très très importants, et puis évidemment une biodiversité qui est associée aux plaines alluviales, qui est à la base de la réalisation de ces processus. Donc après cette grande phase d'aménagement et on va dire d'utilisation du fleuve, il y a environ 30 ans, on a une grosse prise de conscience sur la nature des impacts. Et puis, cette prise de conscience, elle est concomitante à une prise de conscience internationale sur le besoin potentiel de réhabiliter à la fois les habitats dans les systèmes qui ont été dégradés par les activités humaines, et puis la biodiversité associée, et puis surtout les processus, notamment en rapport avec tout ce qui va concerner la gestion de la ressource en eau, avec un lien très très fort qui est fait entre la gestion de la ressource en eau et les milieux aquatiques, et donc tous ces processus dont peut-être le processus le plus emblématique est celui de l'auto-épuration, c'est-à-dire celui qui va conduire à la mise à disposition d'une eau de bonne qualité, notamment pour la production d'eau potable. Donc dans les 30 dernières années, il y a cette prise de conscience avec une volonté très forte qui vient de la société, c'est-à-dire c'est pas une volonté qui est portée par les industriels ou qui est porté par des scientifiques, mais qui est venu de la société, de réhabiliter ces systèmes. Et donc là, ces processus de réhabilitation, ils se sont exprimés à travers une réhabilitation physique des systèmes, c'est-à-dire qu'on a voulu réhabiliter les caractéristiques physiques des habitats à différentes échelles. Ça va des macro-habitats, donc l'échelle de la plaine alluviale avec les diversités de types de chenaux, jusqu'aux micro-habitats, c'est-à-dire les caractéristiques très précises qui entourent l'animal ou le végétal qu'on décide de privilégier. Et donc, à l'échelle du Rhône, il y a un très très gros programme de restauration qui s'est mis en place, qui était porté par les industriels, en partie par la Compagnie nationale du Rhône, par l'Agence de l'eau et aussi par les services de l'État qui couvrent à peu près 300 km de fleuve et qui a pour objectif justement de réhabiliter cette diversité d'habitats dans les plaines alluviales, en faisant le pari que suite à cette réhabilitation des habitats, eh bien, les différentes espèces caractéristiques de ces milieux viendront les coloniser, et donc on aura progressivement une réhabilitation de la biodiversité au sein des plaines alluviales. Donc la question qui se posait était est-ce qu'on dispose de méthodes scientifiques pour mesurer les effets de telles procédures de restauration écologique, sachant que la restauration écologique est une discipline relativement récente et que les retours d'expérience, surtout sur les grands fleuves, dans la littérature, étaient à l'époque très très rares et sont toujours relativement rares aujourd'hui. Donc en fait, il y a une communauté de scientifiques lyonnaises qui a été mandatée pour monter un programme interdisciplinaire de recherche justement pour évaluer les effets de la restauration, à la fois sur les milieux, donc sur des variables physiques de l'habitat, et à la fois sur la biodiversité. Et donc la question qui se posait était de savoir si les variables de l'habitat ou les variables, l'ensemble des variables à prendre en compte, telles que ça a été évoqué précédemment, retrouvaient des valeurs qui étaient compatibles avec les préférences écologiques des espèces. Donc ça passe par un travail important de modélisation et de modélisation prédictive pour essayer de prédire les effets des modifications des variables d'habitat sur les structures de communauté.
Et donc ça, c'était un travail qui nous a occupé énormément, qui a donné lieu à un lot de publications importants sur justement la manière d'évaluer les effets de la restauration, et puis surtout sur l'impact de ces procédures de restauration sur la biodiversité. Donc ça, c'était un premier travail auquel on s'est attaqué. Et puis évidemment, quand on s'attaque à ces questions, la question qui nous titille, nous, en tant que biologistes, c'est de savoir, eh bien, finalement, comment ça va s'exprimer dans la biologie des espèces, c'est-à-dire comment les caractéristiques biologiques ou comment les nouvelles conditions de milieu vont être en adéquation avec les caractéristiques biologiques, ce qu'on appelle les traits biologiques des espèces. Et donc, par exemple, si je prends un poisson qui a différentes phases dans son cycle de vie avec des périodes clés comme la reproduction ou comme le développement des très jeunes stades de développement ou bien des phases de croissance, on va avoir un besoin d'adéquation entre certaines caractéristiques de l'habitat et puis ces différents stades de développement. Et la vraie question qui se pose est de savoir quelle est l'adéquation entre la structure de l'habitat actuel telle qu'on l'a réhabilité, c'est-à-dire la diversité spatio-temporelle de ces conditions d'habitat, et puis ce dont les espèces ont réellement besoin. Donc ça, c'est une question à laquelle évidemment on travaille aujourd'hui et qui est très intéressante dans l'optique de maintenir une biodiversité avec des espèces dont les caractéristiques biologiques ont été sélectionnées à un moment de leur histoire, à un moment de l'histoire de ces populations où les conditions environnementales n'étaient pas du tout celles qui sont présentes aujourd'hui, et donc de savoir si ces caractéristiques biologiques sont bien en adéquation avec la diversité d'habitat et les conditions environnementales qu'on met à disposition de ces espèces. Et puis le pendant de cette question-là, c'est que dans ces plaines alluviales, évidemment, et ça c'est directement en lien avec la question de la gestion de la ressource en eau, eh bien, un certain nombre de processus écologiques, notamment de fabrication de la matière organique qui est à la base des réseaux trophiques, ou bien de dégradation de la matière organique, qui sont réalisés dans des conditions environnementales très très particulières, de température, d'alimentation en eau, etc. Et donc qui mettent en évidence l'importance de considérer non pas des valeurs moyennes pour des paramètres clés dans ces systèmes-là qui peuvent être le débit ou la température, mais bien la variabilité spatio-temporelle de ces paramètres et donc des températures et des valeurs de débit qui vont conditionner comment les milieux sont connectés les uns par rapport aux autres à des moments clés, soit du cycle de vie des espèces, soit de la réalisation de ces processus. On pense par exemple à tout le développement de la végétation en période printanière. Et donc là, il y a un vrai challenge de mesurer l'efficacité de ces processus dans ces conditions-là. Et il y a évidemment un nouveau challenge qui est dû au fait que ces paramètres clés de fonctionnement du système vont évoluer de manière assez radicale en fonction des prévisions qui sont liées au changement climatique, notamment des modifications de régime thermique avec des augmentations très précoces de température, des températures estivales plus importantes et des diminutions de débit à certaines périodes de l'année, notamment en période estivale et post-estivale, qui peuvent aller de 20 à 30%. Donc il y a un véritable défi pour savoir jusqu'à quand les caractéristiques biologiques des espèces vont matcher avec cette nouvelle donne-là. Et évidemment, ça conditionne le maintien de ces systèmes et le maintien de ce fonctionnement des systèmes dans les années à venir. Donc il y a énormément de travail sur l'estimation des effets potentiels, avec potentiellement le développement d'approches prédictives. Et évidemment un challenge très très important quant au maintien de la fonctionnalité de ces systèmes. Et puis comme l'a souligné Patricia, la réhabilitation écologique, elle s'est focalisée sur le lien entre la structure de l'habitat physique et l'état des populations au sens très large. Mais il ne faut pas oublier que ces populations-là, dans un système comme le Rhône, qui est un système ouvert avec énormément d'activités agricoles, d'urbanisation, d'industrialisation, c'est un système qui reçoit énormément de micropolluants avec des effets qui peuvent s'exprimer notamment sur la capacité de reproduction des espèces et donc mettre en danger la survie des populations, ne serait-ce que par des mécanismes de génotoxicité. Donc voilà un petit peu pour cadrer le travail sur lequel on est investi. Alors ça représente une masse de chercheurs assez importante et les enjeux qui sont liés en termes de préservation ou de maintien de la biodiversité associés
à des fonctionnalités ou à des services écosystémiques identifiés est assez important pour la société humaine. Merci Jean-Michel. Donc voilà, vous voyez 4 présentations qui partent déjà dans de nombreuses directions différentes. Et évidemment, en fonction de nos expertises, on n'a pas du tout la même approche et la même problématisation de la question, avec des approches qui peuvent paraître plus théoriques, d'autres qui peuvent paraître plus pratiques, plus pragmatiques peut-être aussi, à des échelles de temps et à des échelles d'espace qui vont être différentes. Et donc à partir de ce paysage qu'on vous propose, on vous propose maintenant de rentrer dans une phase plus d'échange. Alors ça peut être des questions de votre part à l'un ou l'autre d'entre nous, à plusieurs d'entre nous. Ça peut aussi être, pourquoi pas, un thème sur lequel vous aimeriez entendre des échanges de points de vue, des échanges d'opinions de notre part. Donc pas forcément une question se terminant par un point d'interrogation. Et je vous laisse la parole. On va peut-être commencer, s'il y a dans l'amphithéâtre une ou quelques premières questions, et puis évidemment il y aura probablement, j'espère, des questions. Celles et ceux d'entre vous qui sont derrière vos écrans, n'hésitez pas via le chat de votre ordinateur à poser vos questions ou vos thèmes sur lesquels vous aimeriez nous entendre débattre. Je vais prendre le micro parce qu'il faut que vous répondiez dans le micro pour que les personnes qui sont connectées à distance puissent aussi entendre les questions qui sont posées. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. Bonjour, merci. On parle beaucoup du déclin des insectes et je me demande si Jean-Michel a quelque chose à nous dire sur les petits organismes aquatiques dans le Rhône ou dans les autres écosystèmes aquatiques. Est-ce qu'on observe le même type de déclin dans ces formes-là ou pas ? Alors, on a eu pas mal de déclins suite à la phase d'aménagement du Rhône. Aujourd'hui, on constate plusieurs choses qui ne sont pas forcément des déclins, en fait. On a des inversions de proportions avec des tendances. Et les tendances actuelles, c'est plutôt une raréfaction ou une diminution des proportions des espèces qui sont plutôt caractéristiques d'un fleuve froid comme le Rhône, c'est-à-dire des espèces cryophiles, c'est-à-dire les espèces d'eau froide. Et quand on dit les espèces d'eau froide, il y a un ensemble d'exigences qui sont liées à ce paramètre-là, qui sont aussi des fortes concentrations d'oxygène dissous et souvent des qualités de substrat qui sont importantes. Et aujourd'hui, on a, suite à l'aménagement du fleuve et suite au réchauffement des eaux depuis au moins 2 décennies, eh bien, on a une diminution des proportions de ces espèces cryophiles qui sont normalement des espèces typiques de cours d'eau alpins, comme le Rhône. Et puis, on a une augmentation des espèces tolérantes, c'est-à-dire des espèces qui vont supporter des variations de température ou des amplitudes de variation plus importantes, qui vont être beaucoup plus tolérantes aux déficits en oxygène et qui vont pouvoir utiliser des types de substrats, notamment pour la reproduction, différents des substrats grossiers des alluvions que vous avez l'habitude de voir sur les bancs de galets du Rhône. Et donc on a eu une phase de déclin très très forte. On peut prendre par exemple l'exemple très emblématique, c'est l'apron du Rhône, qui est un poisson emblématique du bassin du Rhône, qui était endémique du bassin du Rhône, pardon, qui était présent sur tout le linéaire au début du XXe siècle et dont l'aire de répartition a été extrêmement réduite pour se cantonner à une petite portion du bassin du Doubs, une partie du bassin de la Durance et une partie du bassin de l'Ardèche. Aujourd'hui, par exemple, il y a un plan national d'action en faveur de l'apron pour essayer de réhabiliter, sans qu'on ait pu vraiment identifier très clairement quelles sont les causes du déclin. Mais il est probable que ce soit un ensemble, une conjoncture globale liée à la construction des barrages, par exemple. Dans quelle mesure les végétalisations des toits, les forêts urbaines qu'on nous promet pourront ramener un petit peu de biodiversité peut-être en ville? Ou est-ce que ça ne sera pas suffisant puisqu'on nous promet? Je pense qu'au premier ordre, ça n'apportera rien. Je pense que le but de la végétalisation des villes, il est beaucoup plus du côté climatique
que du côté de la biodiversité. Il est dans la tempérance des températures les plus élevées, dans l'apport, le maintien peut-être d'un peu d'humidité. En termes de biodiversité, ça sera tout à fait marginal. Je ne suis pas loin d'être un spécialiste de cette question, mais ce que j'en ai lu ne m'a jamais suggéré que le but du jeu était de faire revenir de la biodiversité dans les villes. La biodiversité, non pas qu'il n'y ait pas de biodiversité en ville, hein, il y a une biodiversité en ville qui est importante, qui est significative, mais je ne pense pas que ça fera revenir peut-être quelques pollinisateurs, mais ça sera beaucoup plus symbolique que l'effet sur les paramètres météorologiques, hein, j'allais dire, de la ville, où là, pour le coup, c'est assez bien connu, mesuré, et il y a un bénéfice significatif à remettre de la végétation en ville. Je ne sais pas si... J'imagine qu'il peut y avoir des effets psychologiques également, et de culture générale des citadins, par exposition à davantage de verdure peut-être. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles je suis peu compétent. Cela dit, faire rentrer, on l'évoquait tout à l'heure avec les moustiques, mais faire rentrer en ville des moustiques, des guêpes et des abeilles, il y a un moment où ça va, massivement, hein, j'entends, il y a un moment où ça va poser problème aussi. Donc là, l'équilibre à trouver, je ne suis pas sûr que l'équilibre soit vraiment, l'intérêt fondamental soit du côté de la biodiversité. Par contre, en termes de climat, oui, c'est un enjeu important. Bonjour. Moi, je me posais une question parce que j'avais vu une conférence d'une chercheuse qui est spécialiste en gestion de conflits homme-animal, qui date de 2020. C'est Alexandra Zimmerman, et elle soulevait le problème du manque d'interdisciplinarité dans le milieu de la gestion de la biodiversité. Je ne sais pas vraiment si c'est une question en soi, mais je me demandais si c'était toujours le cas, ou du moins si c'était le cas en France, si vraiment il y avait de l'entraide entre les scientifiques de différents milieux, quoi. Jean-Michel, peut-être ? Oui, moi je veux bien répondre. Alors, c'est une question... Moi, quand j'ai commencé ma thèse, c'était déjà une question qui se posait, il y a bien longtemps. Et en fait, c'est une vraie question. On fait souvent de la pluridisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue scientifique à mettre en œuvre. Il n'empêche qu'on essaye de le faire. Et par exemple, dans ce qui est fait sur le Rhône, il y a un vrai travail d'interdisciplinarité entre les spécialistes des questions hydromorphosédimentaires et les biologistes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Ça demande une concertation en amont qui soit très très forte pour bien définir les objectifs de chacun pour servir la cause commune. Par contre, il y a quelque chose qui se met en place aujourd'hui et qui est énormément discuté, c'est le couplage entre l'interdisciplinarité plutôt chez les scientifiques et la transdisciplinarité, c'est-à-dire le dialogue entre les scientifiques et le monde non académique pour travailler ensemble sur ces questions, sachant qu'il y a un vrai problème de culture, il y a un vrai problème de connaissances de base. Par exemple, je vais faire rapide, mais juste dans le cadre de la restauration écologique, la définition d'un objectif écologique, par exemple, vous parliez de mettre de la végétation en ville, un objectif écologique en vue de réhabiliter des systèmes, il doit se poser plein de questions, en particulier la question des échelles, la question de la connectivité entre les milieux et donc les possibilités de colonisation par les espèces. Et pour avoir été confronté à ces problèmes-là de manière très pratique, quand on discute avec des gestionnaires, souvent l'objectif écologique, c'est les moyens qu'on va déployer. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, si je prends le cas des estuaires, l'objectif écologique peut être de restaurer des vasières. Mais pour un gestionnaire et pour un écologiste, ça va être de restaurer les fonctionnalités des vasières, donc avec des mesures de processus ou des mesures de biodiversité ou des mesures de production de biomasse, puisque ce sont des systèmes extrêmement productifs. Et donc, il y a un vrai problème d'adéquation du langage et de partage de ces questions-là. Et ça, à mon avis, c'est encore
peut-être plus important que le problème d'interdisciplinarité qui peuvent être résolus entre scientifiques de disciplines variées. Je vais juste peut-être rajouter un petit point. Alors, je vais changer de prendre ma casquette. Je suis responsable aussi du pôle biodiversité de la Fédération de recherche Bioenvis, qui est une fédération de recherche qui a beaucoup grossi. Donc, fédération de recherche, c'est un regroupement de plusieurs laboratoires qui vont mettre en commun certaines ressources. Et là, en termes d'interdisciplinarité, au sein de l'AFR, on essaye vraiment de développer des interactions, notamment vis-à-vis des SHS, donc des sciences humaines et sociales, avec l'intégration depuis le mois de janvier d'un laboratoire qui s'appelle Environnement, Ville et Société, sur lequel on travaille aussi justement sur ces questions de biodiversité en ville, et où on peut comme ça interagir, donc bien sûr les biologistes, les écologistes, mais également avec des juristes, des géographes, des philosophes, etc. Donc en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. On fait des efforts pour aller vers ça, même s'il y a bien sûr une marge de progression qui est non négligeable. Juste pour conclure, et puis pour revenir peut-être à cette question, ce que vient de dire Patricia me fait aussi penser que on pourrait se dire que ce qui est le plus proche de nous est forcément ce que l'on connaît le mieux, et donc comme nous sommes tous essentiellement des urbains, cette biodiversité en ville, on la connaît très bien. En réalité, ce n'est pas le cas. Étonnamment, on connaît beaucoup mieux la biodiversité des campagnes autour de nos villes que la biodiversité des êtres vivants dans nos villes. Et à ce niveau-là, il y a un champ de recherche, on va dire, peut-être un petit peu plus fondamental, qui consiste à aller décrire et mieux connaître, biologiquement parlant, et écologiquement, n'en parlons pas bien sûr, cette biodiversité qui vit en ville, qui a appris à vivre avec nous, en fait. Et étonnamment, cette biodiversité reste mal connue. J'ai peut-être encore un élément à dire sur le côté interdisciplinarité. Je pense qu'il y a des difficultés structurelles à avoir des chercheurs qui sont vraiment interdisciplinaires. Il me semble que dans la formation en biologie que peut-être vous avez ici, vous ne devez pas avoir énormément de sciences humaines. Donc si vous vous intéressez à la question, à l'interaction entre les hommes et puis les animaux, vous aurez peut-être un manque de ce côté-là. Et ce genre de division entre disciplines qu'on trouve à l'université se répercute ensuite au niveau national, avec différentes commissions pour évaluer les chercheurs qui sont quand même spécialisés dans des disciplines bien particulières, pareillement au CNRS. Donc les chercheurs qui font le pari de l'interdisciplinarité prennent un petit risque parce qu'ils sont moins spécialisés dans une discipline et ils collent moins au canon d'évaluation. Et donc voilà, je pense qu'il y a une grosse inertie du système qui fait que c'est difficile d'être interdisciplinaire. Et ensuite, donc, effectivement, pour avoir des projets interdisciplinaires, il faut réussir à trouver des chercheurs de différentes disciplines et apprendre à parler ensemble. Et c'est un travail probablement que chaque chercheur doit faire individuellement. Et c'est pas facile à mettre en place quand même. Du côté du chat ? Alors, une question de David. Concrètement, comment prévoir l'évolution d'un système biologique dynamique quand on peine à prévoir la météo à 5 jours ? C'est pas du tout le même type de prédiction. Bizarrement, on est encore aujourd'hui bien meilleur, il me semble, pour réfléchir à des questions d'évolution du climat sur des dizaines, voire des centaines d'années, que pour réfléchir à des questions de changement météorologique à l'échelle de quelques jours. C'est pas du tout le même type de modèle, c'est pas le même maillage spatial et temporel. Peut-être Bastien peut... Ouais, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Gilles. C'est effectivement pas le même problème. Et puis il y a le problème de la précision des prédictions qu'on veut obtenir. Quand Gilles, tu disais qu'on risquait de perdre 500 000 espèces, on parle en ordre de grandeur, on n'est pas en train d'identifier la chouette hulotte en particulier pour dire que sa taille de population allait atteindre 12 527 individus en 2030. C'est pas ce genre de prédiction qu'on peut s'autoriser à faire. Et donc là, on se pose la question du niveau de prédiction que les chercheurs veulent atteindre et dont on a besoin pour répondre à une question précise. Si on est capable de dire que la chute vertigineuse du nombre d'insectes qu'on a observé en Allemagne, dont Patricia parlait précédemment, va continuer et va concerner la plupart des espèces d'insectes, ça peut suffire pour prendre des décisions et choisir de contrer ça si on pense que c'est une tendance qui est néfaste.
Mais c'est vrai que c'est un problème qui est très compliqué, qu'on fait ce qu'on peut avec les données qui sont présentes et avec les outils mathématiques et informatiques qui sont présents, et que malgré ça, on aura toujours une limite à la précision qu'on pourra atteindre, parce qu'il y a des mécanismes stochastiques qui font qu'on aura toujours une grande incertitude sur les prédictions les plus précises qu'on voudra faire. Il faut rester modeste, mais il y a certaines choses qu'on sait néanmoins et qui suffisent à prendre des décisions. Il y a une incertitude dans les méthodes et les modèles de prédiction, bien sûr. Il y a aussi, évidemment, une incertitude gigantesque dans les données dont on dispose. Je vous disais tout à l'heure, en ordre de grandeur, un quart de des espèces connues vivant sur Terre aujourd'hui sont menacées d'extinction dans les décennies à venir. C'est les espèces connues dont on parle ici. On ne peut pas, évidemment, parler et prédire quoi que ce soit des espèces qu'on ne connaît pas encore. Or, on sait, parce qu'on n'a jamais autant découvert d'espèces sur Terre qu'en 2020, et la dernière fois qu'on avait dit ça, c'était en 2019, et la dernière fois qu'on avait dit ça, c'était en 2018, etc., etc. Chaque année, on découvre de plus en plus d'espèces qui étaient jusqu'à présent inconnues de la science. Les ordres de grandeur, là aussi, parce qu'il ne faut pas prendre ça forcément comme argent comptant, les ordres de grandeur suggèrent que sur Terre aujourd'hui doivent exister de l'ordre de 8 à 10 millions d'espèces. Ce sont les projections les plus vraisemblables. Ça veut dire que 250 ans d'études scientifiques du monde vivant a permis à ce jour de connaître à peu près un quart à un cinquième de toutes les espèces vivant sur Terre. Donc évidemment, ça introduit là aussi une incertitude importante. Il n'y a pas de raison fondamentale d'imaginer que ce qu'on ne connaît pas va réagir complètement différemment de ce que l'on connaît, mais évidemment, ça ajoute de l'incertitude à l'incertitude. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne sait rien, que l'on ne connaît rien et qu'on ne comprend rien, pas du tout. Ce qui veut simplement dire, comme toute science et comme toute connaissance scientifique, ce que l'on sait, on le sait avec une certaine marge d'erreur, avec un certain degré de confiance, qu'on est capable du reste d'estimer, qu'on est capable du reste d'apprécier. Oui. Je me demandais comment parmi vous, il y avait des gens qui vont peut-être plus s'intéresser à la biodiversité en elle-même et convaincus qu'elle a un intérêt en elle-même et que c'est un objet d'étude, voilà, en tant que tel. Et puis peut-être d'autres qui vont aller dire que la biodiversité, elle représente aussi des coûts pour les espèces envahissantes ou des bénéfices pour les services écosystémiques. Et j'ai l'impression que parfois, quand on vient après parler de ces coûts et de ces bénéfices, on a peut-être une tendance un peu à oublier que la biodiversité, elle a un intérêt en tant que tel et que ça suffit pour la protéger. Et du coup, je me demandais comment vous vous placez par rapport à ça, chacun d'entre vous. Il va y avoir probablement des réponses très très différentes. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Mais en fait, je pense qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que il y a un lien très très fort entre la recherche et le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que, notamment au niveau du CNRS, on a quand même un devoir d'essayer d'apporter des connaissances et des outils pour essayer de travailler sur des questions sociétales qui sont majeures et qui concernent l'avenir des générations, qui concernent les générations futures. Donc, votre question, elle aurait tendance à dire, est-ce qu'on peut compartimenter les approches? Et moi, ma réponse, elle aurait tendance à dire, il ne faut surtout pas compartimenter les approches. Il faut surtout prendre conscience que alors, différentes approches peuvent nourrir la même problématique et que quand on s'intéresse à une problématique, justement, c'est très intéressant de regarder les problèmes sous différents angles. Et évidemment que quand on travaille sur le lien entre la structure des écosystèmes, la biodiversité qui les habite et les processus qui se déroulent au sein des systèmes, on va regarder l'espèce, on va regarder une espèce ou un ensemble d'espèces sous différents angles en fonction de l'intérêt qu'on va choisir. Mais l'idée, c'est justement de garder cette vision globale. Et moi, je partage votre avis. Il n'y a pas forcément un point de vue qui est plus important que l'autre, mais l'important, c'est d'être capable de les aborder tous et de défendre l'intérêt de chacun de ces points de vue.
Moi, il me semble que, j'imagine que la plupart des chercheurs en biologie se sont intéressés au sujet, non pas parce qu'ils voulaient effectivement évaluer précisément les services écosystémiques de telle espèce dans un premier lieu, c'était parce qu'ils étaient fascinés par la nature et que donc il y avait cette valeur intrinsèque de la biodiversité en tant que telle qui est importante pour nous, pour notre bien-être. À partir de là, ensuite, je pense que le regard que la science a sur la biodiversité, il est influencé par deux choses. D'une part, la science, elle aime bien quantifier les choses. Donc à ce moment-là, on se retrouve assez vite à vouloir mettre des chiffres sur tout, c'est le but. Et donc les termes de coûts et de bénéfices arrivent assez vite. Et puis ensuite, on est dans une société qui justement voit les choses de cette façon-là. Donc on a un point de vue utilitariste sur la nature, comme on a un point de vue utilitariste sur un peu tout. Et donc la science et les scientifiques, comme faisant partie de ces sociétés, ont ces biais-là. Donc ils ne peuvent pas complètement s'en défaire. Même utilitariste vis-à-vis de l'humain, parce qu'en fait, souvent, la question qu'on se pose, mais globalement, enfin, tout un chacun peut se poser, c'est mais à quoi ça sert? Quand je disais à quoi ça sert d'avoir des insectes, à quoi ça sert, à quoi elle sert cette espèce-là, elle sert à rien. C'est d'un point de vue très anthropocentré en fait. Et oui, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur notre vision, la vision qu'on a de la nature. Malheureusement, le problème c'est que souvent les décideurs, eux, ce qu'ils veulent c'est du concret. On est obligé de leur parler en termes de coûts et bénéfices. Concrètement, combien ça coûte, combien ça va me coûter, est-ce que j'ai intérêt à préserver cette espèce plutôt qu'une autre. Malheureusement, c'est souvent ça que c'est souvent ramené au coût. Je le cautionne pas, mais on oublie facilement que la biodiversité, c'est pas les êtres humains, c'est pas nous, c'est pas la société occidentale qui a inventé, qui a créé la biodiversité. La biodiversité, elle n'a pas besoin de l'humanité pour exister. Ça fait 3,5 milliards, plus que ça même, que la vie existe sur Terre. Ça fait plus de 3,5 milliards d'années qu'il existe une biodiversité sur Terre. Et l'histoire humaine, dans cette histoire, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, c'est juste la fine pellicule au sommet de l'iceberg. Donc la chosification et la finalisation de la biodiversité à des fins d'existence de l'humanité est évidemment compréhensible d'un certain point de vue, mais est extrêmement pervers aussi, parce que de toutes les façons, quoi qu'il se passe dans les décennies et dans les siècles à venir, quand bien même l'humanité disparaîtrait de la surface de la planète, il subsistera d'une façon ou d'une autre une certaine biodiversité. Et comme je le disais au tout début, dans quelques centaines de milliers à millions d'années, une biosphère à nouveau normalement, entre guillemets, diversifiée, avec des espèces qui n'auront plus rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui, existera encore. Et on ne sera plus là. Peut-être qu'une autre espèce prendra le relais dans sa capacité d'impacter tout ça. Mais la biodiversité n'a pas besoin de l'humanité pour exister. Et l'inverse n'étant pas vrai, en revanche. Quoi que nous en fassions et quoi que nous en pensions, une planète sans biodiversité est invivable pour l'espèce humaine. Et ça, pour le coup, on risque de s'en rendre compte très rapidement si on n'agit pas urgemment. Donc, en tant que paléobiologiste, j'ai peut-être un peu le beau rôle moral dans cette histoire pour dire que, je caricature à peine, on ne devrait pas penser le vivant en termes de services écosystémiques. On devrait éviter cela, parce que faire cela, c'est forcément finaliser le vivant au regard de l'existence de notre espèce. Mais en faisant cela, évidemment, je suis voisin de bureau avec Jean-Michel et je comprends très bien pourquoi Jean-Michel a une perspective différente. Et l'essentiel est que ces deux perspectives-là coexistent et que Jean-Michel, en permanence, ou presque, me convainc qu'il y a une efficacité et une pertinence à parler de services écosystémiques et que moi, en miroir, je lui dis... de temps en temps, ouais, mais moi, les services écosystémiques, ça me plaît pas comme idée. Ça va pas. Quoi.
La vie n'a pas besoin de services écosystémiques pour exister. Alors, Gilles et... Oui, pardon. C'était un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Gilles, et également peut-être sur la transdisciplinarité. Je me posais vraiment la question, entre toi, ton travail, Bastien, Patricia, Jean-Michel, est-ce que vos échelles de temps sont vraiment réconciliables? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ce que nous apprend le temps profond peut vraiment nous aider, nous, aujourd'hui, à faire une prédiction à l'échelle générationnelle? De mon point de vue, j'ai un point de vue très partagé là-dessus, pas mitigé, mais partagé. Je pense oui, si on réfléchit à ce qui se passe dans la nature actuelle dans une perspective longue. Ça ne va pas, le passé ne nous dit pas ce qui aura lieu dans le futur. C'est pas comme ça que les choses se posent, à mon sens. Mais le passé fixe d'une certaine façon un paysage général, un cadre général, une sorte de contrainte aux limites du système. Par exemple, le passé nous montre très bien le type de combinaison de paramètres environnementaux qui font qu'à un certain moment, la biodiversité décroche. Des changements très rapides de climat sur Terre, très rapides, c'est-à-dire quelques décennies, quelques siècles, quelques milliers d'années, comme on est en train de le faire aujourd'hui, les études dans le passé nous montrent que ça se finit toujours très mal pour la biodiversité. Quel que soit le sens de ces variations, que ce soit dans le réchauffement ou le refroidissement. L'empoisonnement de l'atmosphère et par échange des océans par différents types de particules, de polluants divers et variés. En général, la biodiversité n'aime pas ça non plus, et le vivant en général n'aime pas ça non plus. Donc je dirais que ce que nous montre le passé, c'est une sorte de cadre général, de contraintes aux limites, dans lequel on peut réfléchir à ce qui se passe dans la nature actuelle. Ce qui se passe dans la nature actuelle étant évidemment très différent de ce qui a eu lieu au cours du passé géologique de la Terre, puisque pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, c'est une seule et unique espèce qui impacte significativement le fonctionnement biologique, physique, chimique de la surface de la planète. C'est le concept d'anthropocène, de cette biosphère qui est pilotée au premier ordre par ce que l'humanité y fait. Ça n'était jamais arrivé au cours de l'histoire de la vie, donc forcément c'est un cas, ça rend l'expérience actuelle très différente des expériences précédentes, mais il n'empêche pas moins qu'une fois qu'on fait abstraction du facteur ou des facteurs déclenchants, eh bien, quand on regarde les 5 grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, on est à peu près dans la même situation que la situation actuelle. On commence par faire disparaître des espèces, les unes après les autres. Jusqu'à un certain point, les écosystèmes arrivent à encaisser, arrivent à absorber ces disparitions par des réajustements démographiques, etc. Et puis il y a un moment où ça casse. Les écosystèmes sont simultanément des objets très robustes jusqu'à un certain point, et un certain point où, en cascade, en avalanche, des extinctions se mettent à entraîner d'autres extinctions, et là, le système décroche complètement. Et ça, on commence à l'observer dans la nature actuelle, dans les écosystèmes les plus impactés, et ça, c'est quelque chose que les paléontologues observent. Je ne dis pas que c'est facile à voir, que c'est facile à observer, mais dès qu'on a la donnée suffisante, c'est effectivement ce que l'on voit au cours de la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années quand les dinosaures disparaissent, au cours de la crise Permienne-Trias, il y a 252 millions d'années, qui est la plus grande crise d'extinction de tous les temps. Les enregistrements paléontologiques fins montrent que ça s'effondre par paliers successifs, c'est toujours multiphasé, qu'il y a des moments de décrochage dans les écosystèmes, donc on retrouve des choses qui, pour le coup, sont comparables avec ce qui est en train de se jouer dans la nature. Donc voilà, un avis un peu contrasté, en ce sens que le passé ne nous permettra pas de prédire le futur, mais le passé nous permet, dans certaines limites, à condition de bien cerner les échelles temporelles auxquelles on raisonne, il me semble, nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer et les conséquences, les impacts
à moyen et long terme, jusqu'à du très long terme, qui probablement dépasse le terme de l'existence de notre propre espèce, dans les conséquences de ce qui est en train de se passer. Peut-être que... Non ? C'est bon. Alors, Chloé voulait poser une question. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il existe des cartes projectives de biodiversité pour les 10, 20, 40 ans à venir, par exemple, en France métropolitaine ou sur d'autres territoires outre-mer, etc. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des choses en cours là-dessus ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des modèles de dispersion, enfin de modification d'aire de distribution d'espèces en fonction des changements climatiques. C'est fait sur les poissons. Le poisson, c'est un organisme qui s'y prête beaucoup parce que, en fait, contrairement aux organismes terrestres, il faut qu'il y ait des couloirs de connexion qui sont les cours d'eau. Donc en fait, quand une aire de répartition se restreint, eh bien la possibilité de colonisation, elle passe par les cours d'eau. Et si ces lieux de passage ne correspondent pas à des... Enfin, si dans ces lieux de passage, les paramètres tels que la température ne correspondent pas à des valeurs qui sont compatibles, ça bloque complètement. Donc on peut avoir des isolements assez rapide de sous-population. Mais pour répondre à la question sur la biodiversité, je ne sais pas. Ce qu'on a, c'est des cartes, on a des cartes de prédiction de température, de précipitation, d'évapotranspiration qui sont issues des modèles. Alors on peut discuter de l'incertitude qui est associée au modèle, mais qui sont, comme le dit Gilles, qui sont assez affolantes quand on regarde à la fois les échelles de temps qui sont prises en compte et les modifications qui sont prédites. Je sais qu'il y a des cartes à l'échelle mondiale, à l'échelle française ou des départements d'outre-mer. Je ne sais pas s'il y a des choses avec ce niveau de précision-là. Et effectivement, les cartes mondiales, elles sont construites comme ça a été décrit là, en prenant en compte les scénarios futurs, en regardant les aires de répartition actuelles, en déduisant les zones de confort des espèces actuellement, et en se disant où seront leurs zones de confort dans le futur, et ça donne une nouvelle carte. Oui, bonjour. Je voulais savoir, donc c'est pas vraiment une question précise, mais c'est plutôt un domaine dont j'aimerais avoir un peu plus de renseignements. À un moment, vous avez parlé pour tout ce qui est à propos du Rhône, qui a eu des conséquences à cause de l'agriculture. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que vous saviez un peu les conséquences de l'agriculture intensive sur la biodiversité aujourd'hui, et si parmi vous, vous étiez renseigné un peu sur l'émergence de l'agroécologie. De l'agroécologie. Alors, alors, pour répondre par rapport aux impacts, les impacts sur le Rhône, c'est globalement sur le Rhône en aval de Lyon, avec des obligations dans le cahier des charges de la Compagnie nationale du Rhône, quand elle a été créée, de répondre à une mission d'irrigation. Donc c'est des prélèvements d'eau très importants dans le fleuve pour l'irrigation des cultures. Le deuxième volet, c'est évidemment tout ce qui va concerner les intrants d'engrais, mais notamment d'engrais azotés, et de pesticides, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, toute l'agriculture dans la plaine de la Saône, et notamment la maïsiculture, a un impact très très fort sur les concentrations en micropolluants qui circulent dans le Rhône, et on sait que ces micropolluants ont un impact génotoxique très fort. D'autre part, on a soupçonné, sans jamais le mettre directement en évidence, que l'utilisation des pesticides dans le bassin de la Saône avait potentiellement un effet sur le développement du plancton dans la Saône, et que ça pénalisait le démarrage des chaînes trophiques, notamment pour les poissons, avec des populations de poissons qui se sont effondrées sans qu'il y ait forcément d'explication, et ça pourrait être une des explications. Après, dans les programmes de l'Agence de l'eau, il y a des perspectives, même des objectifs de développement de l'agriculture biologique sur le bassin. Et je sais, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le bassin Rhône-Méditerranée est un des bassins dans lequel il y a le plus de mise en place de systèmes d'agriculture biologique au niveau de la France. Par rapport à ces questions, je vous invite vraiment à regarder les travaux du Pirensen sur le bassin de la Seine, avec toute la modélisation qui a été faite sur l'évolution des bilans azotés en fonction des différents types d'agriculture sur le bassin de la Seine et de la consommation de viande.
avec des scénarios qui montrent effectivement des taux d'abattement d'azote dans la Seine, et notamment dans l'estuaire de Seine, qui sont très importants si on passait tout le bassin de la Seine en agriculture biologique et si on passait à un régime alimentaire demi-terrien. Ouais, sur l'agroécologie, c'est des sujets qui, je pense, qui intéressent de plus en plus de collègues. Je sais que dans notre labo en particulier, on est plusieurs à s'intéresser à ces questions-là en venant de backgrounds disciplinaires qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Mais donc, on cherche j'ai des collègues qui cherchent à travailler sur des programmes informatiques pour aider au design en permaculture. J'ai une collaboration avec des mathématiciens pour tenter de modéliser les interactions entre les pucerons et puis leurs prédateurs et le virus que les pucerons peuvent donner à des plantes et les rendre malades, parce qu'il y a un problème pour la récolte. Et avec donc dans l'idée de voir comment naturellement le système fonctionne et comment on peut favoriser un système qui fonctionnerait sans qu'on ait besoin d'intrants de type pesticides pour contrôler les populations de pucerons et donc et quand même avoir des récoltes qui sont intéressantes. Donc je pense que comme on le voit encore une fois, les chercheurs sont dans la société et donc en fait ces mouvances-là d'agroécologie, de permaculture qui sont de plus en plus populaires dans la société sont aussi de plus en plus populaires parmi les chercheurs. Et donc on essaie de s'emparer de ces questions comme on peut. Alors, on a une question aussi sur le chat, une autre question de David, qui est plutôt que de quantifier les conséquences d'une baisse de la diversité qui peine à convaincre les décideurs, les scientifiques n'auraient-ils pas plutôt intérêt à mettre en avant les risques à court terme sur notre propre espèce? Ouais, effectivement, c'est une tentation. Alors, je suis d'accord que je me rappelle d'un député qui avait parlé de la perte de l'outarde panetière à l'Assemblée nationale et qui n'avait pas eu beaucoup d'effet sur ses collègues parce que je crois que ses collègues ne devaient pas se soucier énormément de l'outarde panetière et il me semblait qu'il aurait mieux fait de parler du risque à un peu plus long terme pour mettons, la survie de l'espèce humaine, par exemple. Et en même temps, on a eu cette discussion sur les services écosystémiques précédemment en disant voilà, il y a un bienfait naturel à penser à la biodiversité en tant que telle et sans devoir la réduire à des services écosystémiques. Donc je pense qu'il y a une tension qui n'est pas facile à résoudre ici. Quand on veut discuter avec nos décideurs, on est peut-être tenté d'aller dans une direction, dans une autre direction quand on veut parler à d'autres types de publics. Et ça, je pense que c'est un problème qui est compliqué et pour lequel je n'ai pas de solution. Bonjour, du coup j'ai une question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire et ce qui a été dit précédemment. Au-delà du dialogue qu'il peut y avoir entre différentes thématiques scientifiques, entre différents scientifiques, à quel point vous êtes en contact et sollicité par les pouvoirs publics, par les décideurs, et à quel point ils écoutent ou pas. Et est-ce que vous avez pu voir, peut-être à votre niveau, une évolution dans leurs demandes, dans leurs attentes et dans la façon dont ils s'emparent des recherches? Vas-y. Non, ouais, je peux tenter de répondre pour ce qui me concerne. Alors, on est quand même dans des situations où les programmes sont construits vraiment en collaboration très forte alors pas avec tous les acteurs, hein, avec certains acteurs, notamment avec l'Agence de l'eau ou avec la Compagnie nationale du Rhône. Les services de l'État un peu moins, la région par exemple de manière peu marquée, bien qu'elle soit très fortement impliquée dans un programme politique de gestion tournée vers le développement durable du bassin du Rhône qui s'appelle le plan Rhône. Enfin, c'est très variable en fonction des acteurs, mais la collaboration pour l'instant à l'échelle du bassin du Rhône, elle fonctionne bien et c'est pas forcément le fruit du hasard puisqu'il y a une zone atelier bassin du Rhône qui est un organe du CNRS qui est mis en place pour faciliter les interactions entre le monde de la gestion, notamment des milieux aquatiques, et puis le monde de la recherche.
Et puis il y a aussi un observatoire au milieu vallée du Rhône qui s'intéresse plutôt au lien entre les problématiques sociétales, pour le coup, plutôt les politiques environnementales et puis le monde de la recherche. Donc tout ça c'est construit. Après, par rapport à votre question sur depuis quand ça a changé, j'aurais tendance à dire depuis les années 90. Non, je pense que vous sur l'eau, vous avez beaucoup plus avancé que dans d'autres domaines. Puis c'est dommage que Xavier ne soit pas là parce qu'il aurait complété sûrement le volet de cette question. Nous, moi, j'ai assez peu de contacts personnellement avec les décideurs. Je voudrais quand même rebondir aussi sur cette question des multifacettes de la biodiversité. Je pense que nous, en tant que chercheurs, on a vraiment une chance parce qu'on peut regarder, on peut être passionné par des questions biologiques ou des questions d'écologie de certaines espèces, ce qui ne nous empêche pas du tout d'intervenir dans des programmes beaucoup plus appliqués. Et c'est justement ça qui en fait la richesse. Et moi, à titre personnel, par exemple, plus j'ai avancé dans ma connaissance des milieux et des espèces, plus j'ai été étonné par la capacité de certaines populations à s'adapter à des situations qu'on pouvait considérer comme assez catastrophiques, et puis finalement à relever le nez. Et à contrario, par exemple sur des espèces qui ont une durée de vie relativement courte, une possibilité d'élimination des populations ou de déclin très très forte, avec des paramètres. Je me souviens très très bien de la canicule de 2003 par exemple, avec des effets sur des populations de salmonidés qui sont immédiats et qui se traduisent en 2004 par exemple par des investissements dans la reproduction qui sont nuls, c'est-à-dire une génération complète qui ne se reproduit pas parce qu'elle a souffert de la canicule en 2003. Et donc, c'est ces multifacettes-là qui nous nourrissent, parce qu'évidemment qu'on est très très curieux de tous les phénomènes biologiques qu'on peut constater, puis on a une capacité à mobiliser toute cette connaissance pour travailler sur des questions plus concrètes. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout dissocier les approches. Et nous, notre chance, c'est d'être au centre de tout ça et justement de pouvoir avoir différentes sources de satisfaction intellectuelle par rapport à toutes ces questions. Oui, excusez-moi, c'est pas du tout une question, parce que je voulais simplement rebondir sur votre question. Je pense que la communication entre les décideurs et les chercheurs, vous me corrigerez bien sûr si vous avez une approche différente, je crois qu'elle est très très difficile, notamment sur la question que je posais sur ces problèmes de temporalité. J'étais à Copenhague lors de la COP 21, j'ai essayé d'échanger avec un parlementaire et très sincèrement c'était extrêmement compliqué parce que le parlementaire, vous ne l'empêcherez pas de raisonner en termes de mandat. Et moi, alors je suis comme Gilles Escarguel, hein, je suis paléontologue, donc je travaille effectivement sur des temporalités qui sont beaucoup plus importantes. Et à partir du moment où vous n'êtes pas capable d'adapter vos prédictions sur le terme du mandat, malheureusement, mon expérience personnelle, encore une fois, j'espère que vous avez eu quelque chose de plus positif que moi, c'est que le décideur, il vous écoute plus. Peut-être que je ferai un commentaire de plus. Cette fois, prendre un pas de côté, parce que en fait, la crise du Covid nous a montré aussi un peu comment les pouvoirs publics géraient cette crise-là. Donc on a vu en pratique comment ça se faisait. En particulier dans le monde de la recherche, ça a été assez chaotique en fait. Il y a eu très peu de direction, très peu de concertation sur comment organiser les volontés des chercheurs, parce que pour le coup, là, il y avait plein de chercheurs qui étaient volontaires pour faire des choses, pour aider, et finalement, il y a eu des initiatives qui sont parties de la base, des chercheurs eux-mêmes qui cherchaient à s'organiser, mais il n'y a pas eu vraiment la rencontre avec les autorités pour favoriser ces initiatives, pour en faire quelque chose, pour organiser les synergies et avoir quelque chose d'efficace à la fin. Et ça me semble être de mauvais augure pour les autres problèmes importants dont on vient de discuter. Bonjour. Toujours sur la communication, mais cette fois plutôt entre les chercheurs et le grand public. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce rôle de communication scientifique ou le rôle qu'elle devrait avoir
pour justement répondre à tous ces enjeux et ces défis de préservation de la biodiversité? Je pense que le rôle, il existe déjà. Quand j'évoquais tout à l'heure les observations qui sont faites pour essayer de quantifier, encore une fois, la perte de biodiversité, il y a beaucoup de scientifiques qui collaborent via des expériences de sciences participatives. Je pense par exemple au Muséum d'histoire naturelle à Paris, où ils ont plein d'initiatives comme ça, de sciences participatives, où le grand public est mis à contribution pour prendre des photos de l'oiseau qu'il vient d'observer dans son jardin, ou de l'insecte, et ainsi avoir une base de données, des bases de données qui sont très importantes maintenant grâce à tout le monde en fait. Donc je pense qu'effectivement, surtout sur la biodiversité, où on voit bien le travail de terrain que ça demanderait de pouvoir quantifier, c'est une richesse que de demander une participation plus générale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on développe et qu'on développe peut-être pas assez. Sur le problème de la communication entre les chercheurs et le grand public, je pense qu'il y a une difficulté, en tout cas je le ressens comme ça, c'est-à-dire il y a des mauvaises nouvelles qui sont fournies par les chercheurs très très régulièrement. Chaque année, on voit de nouvelles statistiques sur les déclins de telle espèce, tel groupe d'espèces, et ainsi de suite. Et finalement, on n'a pas l'impression que ça change énormément de choses, au moins du côté des décideurs. Du côté de la jeunesse, ça a l'air d'avoir davantage d'impact. Mais là, il y a peut-être une faillite de la communication scientifique, parce que ces chiffres-là alarmants sont communiqués, et finalement, les actions ne sont pas semble-t-il, à la hauteur des chiffres qu'on communique. Ensuite, il y a quand même pas mal de chercheurs qui cherchent à s'engager, à signer des tribunes. On a vu plein de tribunes dans les journaux pour dire il faut faire quelque chose vite. Mais là aussi, finalement, les effets ont été fort circonscrits. Donc, j'ai pas la solution, mais c'est un peu frustrant de constater qu'il y a un petit peu comme un filtre ou un mur entre ce que certains chercheurs veulent communiquer et puis les effets sur la société. Mais ça pose des questions plus générales encore. C'est sur même la parole scientifique. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, où la parole des scientifiques a été remise en question par les médias, par certaines personnes. Je pense que oui, la diffusion de la culture scientifique, que ce soit à l'école ou après, c'est un travail sur lequel il va falloir qu'on mette l'accent important dans les années futures, et rapidement. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème. Un vrai problème de culture scientifique, en fait. Il y a d'autres questions? Nouvelle question donc d'une personne qui est connectée. Notre espèce a bénéficié de précédentes extinctions de masse. Alors finalement, pourquoi ne pas considérer celle qui se profile comme une nouvelle opportunité? C'est peut-être un paléontologue qui a écrit la question. Je pense sur le temps long, je pense qu'on peut se réjouir de voir l'occasion d'un grand changement et de voir ce qui va se passer dans quelques dizaines de millions d'années, centaines de millions d'années. Sur le temps court, je reste préoccupé pour les générations présentes et futures. Je me posais la question vous parliez tout à l'heure de la communication et le besoin de véhiculer en fait un peu plus de science. Et quid du coup des nouveaux médias? Je sais que le CNRS avait fait Zeste de science, je crois. Qu'en est-il des autres laboratoires? Est-ce qu'il y a une volonté justement d'aller sur ces nouveaux médias pour toucher peut-être plus de personnes, avoir un plus grand rayonnement ou pas du tout? Je pense qu'on ne peut pas les ignorer, et il ne faut pas les ignorer, et il faut même les encourager.
Là, actuellement, on est en train de préparer ce qu'on appelle les prospectives de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, qui vont être à La Rochelle au mois de décembre. Et il y a un atelier sur la diffusion de la culture scientifique. Et parmi les animateurs, il y a un influenceur, comme on dit maintenant, qui a été invité parce que justement, ces nouveaux médias qui parlent beaucoup à la jeunesse, il faut les développer. Et je pense que c'est important de les développer. Et il y en a déjà qui existent, qui sont super. Hein. Il y a Zest de Science dont vous parlez, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très bonne qualité. Après, je pense qu'il faut des compétences que tout le monde n'a pas. Je pense qu'il y a plein de laboratoires qui ont un compte Twitter, plein de et qui veulent faire des choses comme ça, qui sentent que c'est bien de le faire. Mais ensuite, pour le faire bien, ça prend du temps. Puis ça prend des compétences également qui sont pas forcément présentes. Alors, je ne sais pas comment vous avez perçu notre discours ici, mais on n'est pas des professionnels de ça. Et donc, on peut sans doute mieux faire. Et en plus, je pense qu'on peut faire encore mieux sur les nouveaux médias parce qu'on n'a pas du tout cette formation-là. Ah. Merci et bonjour. Moi, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur les mesures assez concrètes et urgentes que nous devrions mettre en place pour lutter face à ce déclin de la biodiversité, plutôt d'un point de vue sociétal plus qu'individuel. Et je voulais savoir aussi, peut-être une question un peu plus personnelle, mais comment vous envisageriez notre idéal de société repensé avec un équilibre harmonieux, entre guillemets. Comment faut-il envisager nos futures sociétés en lien avec la nature? Très bonne question, mais complexe. Je pense qu'il faut pas tout miser sur le marché, par exemple. Le marché, il ne sera pas capable de prendre en compte les contraintes écosystémiques qui sont les nôtres. Et donc, ça veut dire qu'il faut planifier. Et ensuite, pour planifier bien les choses, je pense que ça serait bien qu'on ait une approche la plus démocratique possible. Et finalement, la Convention citoyenne, je trouvais que c'était pas mal. C'était prendre des citoyens qui n'étaient pas spécialistes de la question, qui devaient être représentatifs de la société et leur demander ce qu'eux, ils imaginaient faire. Et finalement, pour... moi, la réponse à cette question que je ferais, c'est que, bien qu'étant chercheur, je n'ai pas de légitimité particulière à prescrire des mesures particulières à faire. Et je dirais plutôt que c'est donc à une instance démocratique de le faire, une fois qu'elle est informée par suffisamment d'éléments scientifiques. Et je trouve que la Convention citoyenne, pour le coup, avait fait un bon travail. Donc peut-être que... moi, une mesure que je ferais d'emblée, c'est effectivement de mettre ça en place, une convention citoyenne dont les décisions seront vraiment appliquées. Et puis, a priori, j'ai l'impression que ça devrait marcher pas mal. Ensuite, sur le modèle de société que moi j'imagine, je peux donner mon avis, mais finalement, j'ai une sorte d'autorité qui n'est pas légitime parce que je suis filmé maintenant. Et c'est pas moi. Voilà, je pense pas que ce soit juste pour moi de donner mon avis. Moi, je partage. Moi, j'ai pas envie d'étaler mes états d'âme là-dessus, mais par contre, ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est que en termes d'aide à la prise de décision, c'est très très important dans le monde de la recherche d'apporter des données quantifiées, d'apporter des données, des éléments validés, d'aller jusqu'au bout de la démarche pour être persuasif. Et ça rejoint un peu la question sur la communication. Moi, je suis persuadé que la communication, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi sur la durée et c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on travaille tous sur et on l'a évoqué plusieurs fois, on travaille sur des systèmes qui sont complexes, qui plus est avec des questions qui sont compliquées. Et la communication autour de ces problèmes-là,
où finalement l'aboutissement, c'est pas d'arriver à une réponse blanche ou noire, mais c'est de montrer la complexité et de montrer comment pas à pas on agrège les connaissances, on agrège les outils, on essaye de monter des scénarios comme ça a été proposé pour dire, voilà, si on fait ça, on a des chances que le système aille dans ce sens-là ou dans ce sens-là, en toute modestie. Ça prend du temps en termes de communication parce que ça nécessite d'expliquer un certain nombre de phénomènes qui peuvent être complexes ou d'aborder des notions qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde a priori. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que ma propre expérience me montre que ce temps d'échange et ce temps de discussion et où c'est pas une personne qui a l'autorité ou la connaissance qui cherche à convaincre quelqu'un, mais où c'est vraiment un vrai échange avec plein de questions, c'est quelque chose qui fait avancer les situations et qui fait progresser. Alors c'est des petits pas, peut-être que la situation se prête pas trop aux petits pas et qu'il faudrait prendre des décisions beaucoup plus drastiques, mais là on rentre dans la décision politique et encore une fois, c'est pas nous du tout qui avons la légitimité pour prendre des décisions politiques. Mais quelque part, quand on travaille en collaboration sur des questions environnementales ou de gestion environnementale, prendre le temps de faire de la pédagogie et surtout du temps pour échanger et expliquer, c'est très important. Moi, je pense que dans un monde où tout va très vite, communiquer en science, c'est pas la chose la plus facile parce que ça fait appel à une complexité qu'il faut prendre le temps d'exposer, d'expliquer. Enfin, c'est mon point de vue, mais... Alors, merci. Donc vous expliquez qu'un biais de la science, c'était de quantifier. Et du coup, au regard de la quantification qu'on peut faire, est-ce que vous pensez qu'il y a une réversibilité possible du phénomène d'extinction des espèces? Ou est-ce que c'est trop tard, en prenant en compte les contraintes que vous évoquez, donc des difficultés de relation avec les pouvoirs publics, et du fait qu'une action à l'échelle locale ou française serait insuffisante, même européenne, puisqu'il faudrait prendre en compte une action globale, mondiale? Donc est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est encore possible, est-ce qu'il est encore possible d'améliorer les choses? Merci. Tu vois, moi Ouais, donc clairement, des espèces éteintes, elles vont rester éteintes. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de réversibilité. Sur le temps long, encore une fois, s'il y a une niche qui s'est ouverte, elle sera comblée par une espèce qui réussira à trouver la façon de l'exploiter. Mais ouais, donc peut-être faut limiter les effets délétères de ce qui se passe actuellement, plus que d'essayer de réparer ce que... Donc alors la réparation, ça se fait à l'échelle locale, ça, tu pourras en parler, mais je pense pas qu'on puisse parler de réversibilité de ce qu'il est en train de faire. Faut chercher à limiter. Il y a Gilles qui agite sa main, je pense. Attends. Non, il te faut un micro, sinon on n'entendra pas visio. Oui, je suis vraiment désolé. Je voulais juste essayer de recontextualiser votre question parce que ça me paraît indiquer quand même une approche vraiment très anthropocentrique que j'entends souvent. C'est-à-dire, globalement, les choses vont mal, donc il faut les corriger, puis il faut revenir à une espèce de situation idéale. Le problème, c'est que la biodiversité de notre planète, c'est un équilibre dynamique. Ça ne fait pas de sens d'essayer de revenir dans le temps au point d'équilibre d'il y a 10 ans, parce que dans l'intervalle, on a la planète, elle a évolué, elle a changé. Donc je pense qu'il faut faire très attention, c'est un avis personnel bien sûr, hein, mais il faut faire très attention à ne pas essayer d'avoir ce discours on va corriger, on va revenir. Je l'avais ressenti aussi un peu dans votre question tout à l'heure, qu'est-ce que c'était finalement que la société idéale. Vous êtes dans un monde qui est en changement perpétuel. On n'aura jamais un point d'équilibre qui sera permanent. Il faut également qu'on évolue avec le monde dans lequel on vit, qui est en évolution permanente. Voilà, désolé. Je vais rajouter quelque chose. Pour rester sur l'évolution, etc., tout à l'heure, on a parlé des espèces qui étaient invasives et qui peut-être pouvaient s'adapter plus facilement et être plus résistantes à certains changements que d'autres espèces plus anciennes et locales. Voilà, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des espèces qui pourraient se complaire
dans une transition totale, dans un monde beaucoup plus... voilà, c'est aussi ça la question, de se demander si est-ce que l'environnement pourrait se complaire aussi dans sa propre destruction, si on peut parler comme ça finalement. Tu veux dire, est-ce qu'il y aurait des espèces qui seraient capables de s'adapter sans arrêt au changement, de profiter finalement de certains changements qui nous paraissent complètement destructeurs et aberrants de notre point de vue. Je pense qu'effectivement, il y a des espèces qui sont plus capables que d'autres de s'adapter au changement. C'est un peu des questions qu'on se pose nous. Et on essaie de comprendre pourquoi il y a certaines espèces qui sont invasives et d'autres qui ne le sont pas. Et la réponse, elle n'est pas simple. C'est multifactoriel. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'espèce, ça dépend des autres espèces. Donc c'est vraiment... ouais. Oui, après, pour revenir à la question de l'évolution à moyen ou à long terme, c'est la vraie question de fond. Et qu'est-ce qu'on est capable de dire de la trajectoire d'évolution? Pour revenir à recouper ce que tu disais, Gilles, effectivement, c'est des équilibres dynamiques. Alors, en fonction d'un certain nombre de paramètres, ils vont dévier d'une trajectoire donnée. La vraie question qui se pose aujourd'hui en termes de prospective, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des trajectoires, qu'est-ce que les modèles prédictifs, par exemple, peuvent nous aider à dire des trajectoires. Et après, on est dans des considérations qui dépassent le monde scientifique, c'est-à-dire est-ce que ces trajectoires conviennent à notre idéal ou ne conviennent pas à notre idéal, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour modifier les trajectoires? Et c'est ces ajustements qui sont faits en fonction de différents paramètres économiques, sociétaux, sanitaires, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et après, c'est un jeu de pouvoir entre des politiques qui prennent une décision ou l'autre. Faut-il mieux promouvoir telle utilisation de l'énergie, tel type de consommation, tel type d'agriculture, etc. Comment ça modifie la trajectoire? Est-ce que c'est en accord avec les attentes de la société? On est vraiment sur des interactions sciences-société qui sont très intéressantes, mais pour répondre à votre question, je pense que le retour en arrière, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. La question est plutôt sur la définition d'objectifs. Encore une fois, en écologie, ça repose beaucoup sur les processus, donc c'est l'efficacité des processus pour produire quoi, ou pour dégrader de la matière de telle ou telle manière. Et c'est vraiment une question d'être capable d'estimer ce qu'on veut favoriser, ou ce qu'on voudrait favoriser, parce qu'entre vouloir et le réaliser, il y a parfois un monde, mais on est plutôt sur des choix d'objectifs et sur des estimations de changement de trajectoire. Est-ce que ça convient, est-ce que ça ne convient pas? Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Voilà, on va être obligé, malheureusement, de terminer cette table ronde qui a été passionnante. Vous aviez plein de questions. Vous allez sans doute repartir avec encore plein de questions dans votre tête. Merci en tout cas à vous tous. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup Bastien, merci Patricia et Jean-Michel. Et puis si vous voulez prolonger un petit peu, il y a l'exposition aussi qui a été faite par les chercheurs de l'université et donc vous pouvez la regarder, elle est juste à côté. Merci encore à vous tous. Merci, au revoir.